Bonjour à tous, ici dans cette vidéo nous allons traiter les trois éléments de cours que vous voyez ici, qui sont au programme de la semaine prochaine sur les espaces vectoriels. Donc pour traiter ces trois éléments de cours dans cette vidéo, je vais donc commencer par, le premier c'est un exercice que l'on a fait en classe. Donc ici j'ai rappelé l'énoncé, vous avez l'équation différentielle suivante, et F, l'ensemble des applications de E. Alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec les notations que j'utilise pour les équations, pour les espaces vectoriels, je vais prendre cette notation pour l'équation différentielle. C'est un sous-ensemble de l'ensemble des applications de R dans R. Et donc, on va montrer par la méthode 1 que ce sous-ensemble est un espace vectoriel. Donc, dans un premier temps, la méthode consiste à montrer que f est non vide, et pour ça, généralement, puisque la fonction nulle doit appartenir à grand F, ici, la fonction nulle est solution évidente de E. Si je remplace y par 0, ça fait bien 0. Donc, grand F est non vide. Voilà, donc déjà, on a montré le premier élément. Mon deuxième élément, il faut montrer que grand F, que toute combinaison linéaire d'éléments de grand F est un élément de grand F, donc soit f g appartenant à grand F2, soit lambda mu appartenant à R2. Si je remplace dans l'équation différentielle y par lambda f plus mu g, j'obtiens cette expression. J'obtiens en factorisant par lambda, en développant puis en factorisant, lambda f seconde moins 2 f prime plus f plus mu g seconde moins 2 g prime plus g. Si vous n'arrivez pas à le faire d'un coup, il faut développer, refactoriser, on obtient ce résultat. Ici on obtient la fonction nulle car f appartient à grand F, donc est solution de l'équation E. Ici pareil, c'est la fonction nulle, dites bien la fonction nulle, c'est pas 0, c'est la fonction nulle. Et ensuite, on a donc le résultat qui est égal à la fonction nulle. Pour être tout à fait rigoureux, il faudrait que je mette ceci, mais je ne pense pas que quelqu'un vous embêtera avec ça. La fonction nulle de cet espace vectoriel. Alors ensuite, la méthode 2, donc ici j'ai montré donc lambda f plus mu g, ne te pas sur tes tables, sinon ils ne seront pas forcément en même temps. Donc avec ce résultat et celui-ci, grand F sous espace vectoriel de l'ensemble des applications de R dans R. Alors, méthode 2, extrêmement longue, grand F, ensemble des solutions d'une équation homogène, une équation différentielle homogène, vous écrivez en toutes lettres, vous ne faites pas les abréviations, que j'écris, différentielle homogène linéaire, à coefficient constant. N'oubliez pas un mot, il faut, pour s'en rappeler, il faut que les coefficients ici, 1, moins 2 et 1 soient constants, que ce soit homogène. Si on vous pose la question, il faut quand même que vous soyez censé, linéaire, parce que c'est une combinaison linéaire. Et c'est une équation différentielle, bien évidemment. Donc, grand F sous espace vectoriel de. Voilà.
Ensuite, la troisième méthode, donc vous voyez que celle-ci est extrêmement rapide puisque c'est juste un résultat du cours qui nous permet de dire que c'est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. La méthode 3, c'est résoudre de l'équation différentielle, donc équation caractéristique, x carré moins 2x plus 1. On remplace, on trouve que c'est ceci, égal à 0, si et seulement si, x égale 1, il y a une racine double, et donc les solutions, donc grand F, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous la forme a at e de t, pardon, e de t il est en facteur, plus b, e de t, avec a et b appartenant à R2. Donc ici, en développant, on remarque tout de suite que ça s'écrit a t e de t plus b e de t. Donc on a bien ceci F1, ceci F2. Donc on a bien que grand F c'est vect de F1, F2. On a montré que comme il s'écrivait vect 2, c'est un sous-espace vectoriel. Donc vous écrivez après avec F1 cette application et F2 celle-ci. Voilà. Voilà. Et donc F sous-espace vectoriel de voilà. Voilà. Alors ensuite on vous demande, j'ai rajouté qu'il fallait montrer que F1 et F2 étaient famille libre. Donc pour cela, soit lambda mu appartenant à R2 telle que la combinaison linéaire lambda F1 plus mu F2 égale à la fonction nulle. Comme c'est une égalité de fonction ici, on dit que c'est équivalent à dire que quel que soit t, lambda F1 de t plus mu F2 de t égale à 0. Voilà. J'ai mon tableau qui est représenté de travers alors que moi j'écris droit. Donc je suis un peu embêté. Voilà. Alors, après ces ajustements, on obtient donc ici, comme c'est doit être vrai pour tout t, on choisit pour t égale à 0. Si t égale à 0, ça doit être vrai. Et on obtient f1 de 0, c'est 0. Donc ça me fait mu. Et f2 de 0, c'est 1. Donc mu égale 0. Puis, si t égale 1, on obtient, en remplaçant ici, comme mu égale à 0, ça fait lambda, je remplace par 1, ça fait exponentielle de 1, égale à 0. Donc lambda égale à 0. On a montré que si on avait une combinaison linéaire égale à 0, les coefficients étaient nuls, c'est donc une famille. Donc ceci implique lambda égale mu égale à 0. Donc F1, F2, la famille, pas les vecteurs, mais la famille est libre. Voilà. On passe à la question de cours numéro 2. Voilà. Question de cours numéro 2. C'est l'exercice, je ne sais plus combien. On va faire cette question de cours. Je vais choisir une méthode. Donc, question 2. On a. Ah là, j'ai mon qui saute, mais je ne pourrais pas faire mieux. Hein, mon ordinateur faiblit. Ensuite, alors, montrer que G et H sont des sous-espaces vectoriels. Vous avez l'énoncé, hein, j'espère, sous les yeux. Donc, G
comme c'est l'ensemble des polynômes constants, on peut écrire que G, c'est vecte de 1. L'ensemble des polynômes constants sont engendrés par 1. H, on l'a fait dans l'exemple 4, mais je vais le refaire. Donc, on a la fonction nulle qui appartient, montrons que H, sous espace vectoriel, de R, 2 crochet X, je vais mettre R2 pour ne pas vous troubler. Donc, je changerai mon énoncé de questions de cours que je vous ai montré tout à l'heure, où j'avais mis K. Donc, H est un sous-espace vectoriel de... Voilà. Donc, pour ça, on va montrer que le polynôme nul, forcément, il appartient, le polynôme nul appartient à H, puisque le polynôme nul en 2, il vaut 0. Il vaut 0, donc ça marche. Et dans H. Ensuite, soit PQ appartenant à H2, soit lambda mu appartenant à R2. Si je fais lambda P plus mu Q de 2, c'est égal à lambda P de 2 plus mu Q de 2. Et ça vaut 0, puisque ça vaut 0, puisque P appartient à H. Ça, c'est 0, donc ça vaut 0. Donc, l'image en 2 vaut 0, donc lambda P plus mu Q. Ne sautez pas d'étape, hein, sinon, voilà. Donc, on a montré qu'il était non vide et que une combinaison quelconque d'éléments de H reste dans H et stabilité par combinaison linéaire. Donc, H sous espace vectoriel de R2 crochet X. Alors maintenant, montrons que trouvons une famille génératrice de H. Donc pour ça, je vous avais demandé de me donner 2 polynômes de H. Alors je vais choisir ici des polynômes qui sont plus agréables et qui permettront plus facilement de démontrer la propriété petit c. Pardon. C'est-à-dire que H et G sont supplémentaires. Alors, pour trouver vecte 2, on a un polynôme P1, donc question 2. J'ai déjà répondu pour G, mais je vais répondre pour F. Si je pose P de x égale x moins 2, cela fonctionnera. Et P de x égale x facteur de x moins 2. C'est aussi un polynôme qui est dans H, puisque là, si je remplace x par 2, ça fera 0. Et là, si je remplace x par 2, ça sera 0 aussi. On verra des propriétés qui nous permettront de tout de suite justifier qu'ils sont linéairement dépendants parce qu'ils sont échelonnés en degrés. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire. Donc, on va utiliser d'autres méthodes pour montrer la liberté. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut montrer que ça génère H. Donc, pour cela, tout simplement, soit P appartenant à H, on a vu qu'à ce moment-là, P de x s'écrit sous la forme x moins 2, facteur de alpha x plus bêta. Du fait des degrés, hein, on peut factoriser par x moins 2. Comme il est de degré 2, ben, ça donne ceci. Je développe, ça fait alpha facteur de x moins 2 plus bêta facteur de x moins 2. Donc j'ai bien écrit que c'était alpha P1 de x plus bêta P2 de x. Voilà. Donc H égale vecte de P1 P2. Alors ensuite, donc on a répondu à la question 2, montrer qu'ils sont supplémentaires. Il y a 2 méthodes. Alors la première méthode, c'est montrer qu'ils sont en somme directe et que non, pour montrer pardon qu'ils sont montrer qu'ils sont en somme directe, c'est-à-dire que l'intersection est réduite au singleton 0. Donc soit
P, soit P appartenant à G inter H, alors P est constant, donc P constant et P de 2 égale à 0. Donc P c'est le polynôme nul, donc G inter H c'est égal au polynôme nul. Alors si je note ceci E, je peux noter que c'est 0, 2. Ensuite, donc j'ai montré qu'ils étaient en somme directe. La deuxième propriété, il faut que je trouve que n'importe quel polynôme de R2 crochet X s'écrit comme somme d'un polynôme de G plus un polynôme de H. Alors, j'avais dit que je ferais par analyse synthèse. Donc, par analyse synthèse, je n'écris pas, mais par analyse synthèse, voilà, donc hop, on a montré déjà que l'intersection de cette égale de 2. Donc, G inter H, c'est 0,2. Et maintenant, la deuxième chose, il faut montrer que la somme fait bien R2 de crochet X, donc soit P appartenant à R de crochet X, je répète ce que j'ai écrit ici, voilà. Par analyse synthèse, ça veut dire qu'on va supposer qu'on peut le décomposer comme somme de deux éléments de un de G et l'autre de H, tel que P de X égale Q de X plus R de X. Alors, une fois qu'on a écrit ceci, on exploite le fait que P de 2, ça vaut ceci. Or, comme R appartient à H, ça vaut 0. Donc le polynôme constant ici, parce qu'il est dans G, donc Q c'est le polynôme constant égal à P de 2. Ensuite, R, forcément, ce sera toujours le cas. Une fois qu'on a trouvé un, on a trouvé l'autre, puisque l'autre c'est P de X moins Q de X. Voilà. Donc, c'est P de X moins P de 2. Voilà. Et donc, maintenant, la synthèse. Donc, ça, c'est l'analyse. Analyse. Et la synthèse. Synthèse. On dit que P de X, c'est P de 2 plus P de X moins P de 2. Avec ça, c'est un polynôme constant, donc ça appartient à G, et ça appartient à H. Donc on a montré deux choses, qu'ils étaient en somme directe. Et là, on a montré que G plus H, c'était R2 crochet X. Donc on a tout trouvé. On remarque, on aurait pu utiliser une autre méthode qui était d'utiliser le fait que les deux familles génératrices et libres d'ailleurs de G et de H étaient formées globalement une famille libre et génératrice. Auquel cas on aurait pu dire, comme ça j'ai pris les deux derniers et ça les deux. Le premier, c'est un des théorèmes, une proposition 12 je crois, qui nous dit qu'à ce moment-là, la somme des deux, les vecteurs de l'un et les vecteurs de l'autre, sont en somme directe. Donc on aurait pu procéder ainsi, mais j'ai préféré utiliser cette méthode qui nous permet de voir cette nouvelle forme de démonstration qui est l'analyse synthèse. Alors maintenant l'élément 3. J'espère que ce soit plus court. J'ai préféré être explicite dans mon... Alors l'élément 3, ça ira plus vite au niveau des mots, mais c'est pas forcément la plus simple. Donc soit un cas espace vectoriel, mon stylo faiblit. J'ai vraiment des problèmes de mise au point aujourd'hui, c'est horrible. J'ai vraiment
ça bug dans tous les sens. Enfin, on va prendre f, une famille de vecteurs, E1, E2 jusqu'à En, famille de vecteurs, 2, voilà. Et si en plus mon ordinateur se m'enveille. Donc une famille de vecteurs de E. On veut montrer que une famille est libre si aucun de ces vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire de l'autre, ou ce qui est équivalent, une famille de vecteurs liés, puisque c'est le contraire de libre, une famille de vecteurs liés peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Donc supposons, on va montrer le deuxième, supposons f lié. Donc il y a deux choses qu'il faut que je montre. C'est donc si elle est liée, à ce moment-là, il y en a un qui peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Donc si elle est liée, ça veut dire qu'il existe lambda i appartenant à un n. Enfin, il existe lambda 1, vous préférez peut-être cette notation, lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à k puissance n, tel que somme de i égale 1 jusqu'à n des lambda i ei égale à 0 avec les lambda i non tous nuls. Non tous nuls. Alors, on suppose que le non nul c'est que lambda n. Voilà. À ce moment-là, cette expression, je peux l'écrire sous la forme non lambda n en plus somme de i égale 1 jusqu'à n des lambda i ei. Jusqu'à n-1, j'en ai enlevé 1. Et donc égal à 0. Donc si je mets de l'autre côté, j'obtiens. Voilà. Donc j'ai écrit, et ensuite je divise par lambda n, qui est non nul. Donc j'ai le droit de le faire. Donc j'obtiens ceci. Donc j'ai exprimé effectivement lambda en comme combinaison linéaire des autres. Exactement ce qui a été dit ici dans l'élément de cours où on disait une famille de vecteurs liés, c'est le deuxième point, est liée si l'un de ces vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Si effectivement l'un peut s'écrire, si elle est liée, l'un peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Et donc j'ai montré un sens, et l'autre sens, c'est si En peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres, on va montrer qu'elle est liée. Il y a une équivalence ici dans cette affirmation. Comme combinaison linéaire des autres, il existe lambda 1 jusqu'à lambda n moins 1 appartenant à k, voilà, tel que En. J'ai choisi arbitrairement que ce serait En, hein, mais sinon on fait pareil pour les autres. Lambda i, ei. Je mets tout d'un côté et j'obtiens une combinaison linéaire avec un coefficient qui est non nul, celui de lambda, celui de En déjà. Donc je suis sûr déjà que c'est lié. J'ai une combinaison linéaire là, de la famille des ei qui est égale à 0 avec au moins un coefficient non nul, c'est ce qu'il faut pour que ce soit lié. Donc f lié. Donc avec ces hypothèses, on a montré que f était lié. Donc on a montré que si la famille était liée, c'était équivalent à dire que l'un pouvait s'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Alors maintenant, bien évidemment, comme on a montré l'équivalence, on a montré que la négation de cette affirmation, c'est-à-dire que si elle est libre, aucun ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres.
Donc on a montré les deux. Comme la première affirmation est la négation de la deuxième, on a montré les deux. Voilà. Celle-ci, ça a été beaucoup plus court, 25 minutes. Je ne sais pas si vous préférez passer sur celle-là plutôt que sur les autres.